Bienvenue sur le ring, l'ODJ, TV Radio, Aptef Mazous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Merci pour l'invitation. à ce débat sur le ring. Je crois que c'est la première fois que je reçois un président de région d'ailleurs, sur un ring prêt à enfiler les box, à enfiler les gants et à mettre des coups. Alors, on va essayer. On va essayer, mais peut-être avant cela, président, Aptef Mazous, rendre un hommage, parce que le groupe, l'ODJ, se joint à moi, et je me joins également à eux pour rendre un hommage à un confrère qui a perdu la vie, Reda Dalil, ancien directeur de publication du groupe tel quel. Je partage cet hommage et j'avoue qu'on a perdu une belle plume, un jeune homme plein de qualité. Comme on dit, complètement. Merci en tout cas à vous également pour cet hommage. Donc Aptef Mazous, je rappelle président de la région de Casablanca-Stat. Je rappelle également membre du comité central de l'Istiqlal et président de l'Alliance des économistes Istiqlaliens. Ce ring en 3 rounds thématiques avec vous. Première round, Istiqlal, donc ce congrès, 18e, un congrès avec ou sans pression. Point d'interrogation, vous nous direz également, parce que l'État à quelques semaines de la tenue de ce congrès. Deuxième round, Casablanca 2030. Entre 2025, l'organisation de la CAN, 2030, la co-organisation de la Coupe du Monde. Casablanca plus près de Calcutta ou de Barcelone. Là, vous nous direz également où situer Casablanca à ce jour. Et enfin, la région que vous présidez, Casablanca-Stat, une région riche ou un territoire pauvre, avec un point d'interrogation. Donc, sacré menu, entrée, plat, dessert avec vous, Aptef Mazous. Donc, sur le premier round, le congrès 18e, avec ou sans pression? Écoutez, un congrès où il n'y a pas de pression est un congrès qui reste incolore et inodore. Donc il faut qu'il y ait de la pression. Et je pense qu'il y a de la pression. C'est vrai qu'il y a... La pression sur qui aujourd'hui? Comme vous dites, il y a de la pression, il y a la pression sur les... Sur tous les militants. Tous les militants, parce que tous les militants ont envie de réussir ce congrès, de réussir un tournant dans l'histoire du parti. Le parti est connu pour être un parti très vivant, très dynamique, qui a connu de très belles époques, qui a connu quelques incidents de parcours. Incident de parcours, c'est-à-dire la séquence de Hamid Chabat, par exemple, c'était un incident de parcours ou pas? Par exemple. Oui. Par exemple. Et donc, avec la sagesse et la bonne conduite de Sénézal, nous aspirons à un parti qui s'oppositionnera comme parti leader du paysage politique. On va y revenir à dire ça sur les objectifs, mais... Donc maintenant, c'est quoi lorsqu'on dit qu'il y a une pression? C'est la pression que, comme je vous l'ai dit, de réussir, d'avoir des bons messages, de préparer un programme du parti sur lequel on travaille, d'arrache-pied. Et c'est une pression d'avoir une équipe à la hauteur du parti. On a un secrétaire général qui bénéficie ou qui jouit de la confiance de tout le monde. Oui. Maintenant, un secrétaire général a besoin d'une équipe. Donc il faut vous appeler au renouvellement et au rafraîchissement des femmes et des hommes qui entoureront pas le prochain secrétaire général, parce qu'il ne va pas changer, parce que c'est un candidat unique. Cette affaire aujourd'hui, vous avez vu, tous les médias s'en en parlent, la blogosphère également. Est-ce que ça met un peu de pression supplémentaire sur le 18e congrès d'Istiqlal, cette histoire à faire aujourd'hui, qui a pris une tournure, d'ailleurs une dimension politico-judiciaire, en tout cas judiciaire. Nordine Medienne, le président du groupe parlementaire de l'Istiqlal à la première chambre. Donc parce qu'il y a une ancienne parlementaire, ancienne vice-présidente d'ailleurs de la région de Tanger-Tétouan, qui a décidé de saisir la justice, Rafia El Mansouri, là-dessus. Donc est-ce que ça vient mettre un peu plus de pression et créer plus de tension à quelques semaines de la tenue du congrès? C'est vrai que ça crée plus de tension, et je ne peux que regretter un peu cette affaire, surtout à ce moment-là. Bon, je la regrette. Hasard ou coïncidence pour vous, sur le timing? Je la regrette dans l'absolu, et j'espère qu'elle connaîtra une fin le plus vite possible, et je la regrette qu'elle arrive à ce moment-là, parce que ça perturbe, qu'on ne le veuille pas, ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous, il y a un lien ou pas? Parce que certains considèrent qu'il y a un lien entre cette affaire et la tenue du congrès fin avril, d'ailleurs c'est du 26 au 28 avril, et certains considèrent qu'en fait c'est déconnecté de la tenue du congrès fin avril, parce que c'est a priori quelque chose qui est latent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bah, écoutez, c'est très difficile de dire est-ce que ça a un lien ou ça n'a pas de lien, mais en tout cas, le fait qu'elle arrive à ce moment-là est très gênant. Voilà.
C'est tout ce que je peux dire. Gênant pour vous, gênant pour l'ensemble du parti, gênant pour l'ensemble des membres du comité central du parti, gênant pour le secrétariat général du parti. Gênant pour le parti dans sa globalité. Nous sommes un parti très respecté, qui a des valeurs, qui a une image et qui a une certaine pudeur. Donc cette affaire pose un problème et c'est regrettable que ça soit ainsi. Voilà. À votre niveau, vous avez essayé, vous, d'agir, je sais pas, peut-être parce que ça reste entre deux personnes du même parti aussi. Hein. Il ne faut quand même pas l'oublier, à la fois Noureddine Médiane et à la fois Rafia El Mansouri. Est-ce que vous avez essayé, vous, de tenter une connexion, une médiation, un apaisement, une réconciliation ou pas du tout? Non, la vérité, si on me le demandait et que je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Mais pour l'instant, personne ne me l'a demandé. Est-ce que c'est trop tard ou pas trop tard aujourd'hui, sachant que la justice a été saisie, il y a une plainte qui a été déposée? D'ailleurs, par Rafia El Mansouri. Je ne sais pas, la vérité, je ne sais pas. Est-ce que c'est trop tard ou pas trop tard ça... En tout cas, vous disposez. Seuls les concernés le savent. Mais en tout cas, vous êtes disposé, vous, Abdel Mazouz, en tant que membre du comité central du parti. En tant que militant du parti, si on me demandait que je pouvais servir à quelque chose, je le ferais, sans problème. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout dans cette configuration. Et dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Il y a des choses qui ont été racontées par les médias, comme quoi je faisais partie d'un comité qui n'a pas été reçu. C'est faux. Hein, donc je m'inscris en faux. Qui n'a pas été reçu, c'est-à-dire, juste pour clarifier, peut-être pour les qui n'a pas été reçu par la personne concernée, par Madame Mansouri. Donc, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a jamais été le cas. Et moi, je n'ai jamais fait partie d'un comité qui devait se rendre et qui n'a pas été reçu. Absolument pas. Juste pour conclure juste là-dessus, Abdel Mazouz, cette affaire-là, aujourd'hui, la justice a été saisie. C'est quoi? Quand on est en responsable politique comme vous, qu'on fait partie d'un parti, en l'occurrence l'Istiqlal, qui va tenir son congrès, on dit parole à la justice, et nous on n'a pas à se prononcer aujourd'hui, on laisse la justice s'exprimer. Est-ce que c'est la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Moi, je suis dans la position, si on peut rattraper des choses, c'est tant mieux. Si on ne peut pas rattraper des choses, le mieux c'est de se taire et de laisser la justice faire son travail. Voilà. Et après que la justice ait fait son travail, c'est là où éventuellement il y a une prise de parole qui pourrait être prise? Certainement, parce qu'il faut s'assurer que tout ce qui a été dit est vrai, que l'enregistrement est authentique. Donc il y a un travail qui doit être fait. Et qui a commencé à être fait d'ailleurs par les éléments de la police judiciaire qui a été saisie, la cybercriminalité, effectivement, pour authentifier les voix et les sons. Juste là, avant de passer au deuxième round, Abdel Mazouz, donc candidature unique, Nizar Baraka, ce 10e congrès du 26 au 28 avril, le fait que Nizar Baraka soit tout seul, candidat à sa propre succession, est-ce que certains disent, mais c'est quand même un grand parti, c'est un parti historique, l'Istiqlal, on aurait aimé aussi avoir d'autres candidats. Vous voyez, ça aurait été aussi l'exemple de la diversité du pluralisme. Et là, on se retrouve avec une même candidature, et c'est le sortant qui est candidat à sa succession. Écoutez, je vais vous dire très honnêtement ce que je pense à ce sujet-là. Personne n'a interdit à personne de se présenter comme candidat. Donc la candidature est ouverte. Jusqu'au jour du congrès, c'est ouvert. 2, il y a une quasi-unanimité, pour ne pas dire une unanimité absolue, en faveur de Sénézal, pour une raison toute simple. C'est qu'il a fait du très bon travail pour le parti. Même si le parti n'est pas arrivé en tête en 2021 ? N'oubliez pas qu'on était à 41 sièges au Parlement, qu'on est à 82. Donc doubler en l'espace de 5 ans, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, et que c'est la première fois qu'on préside 4 régions à travers le territoire, dans la plus grande région du royaume. Donc le nombre de voix qui ont voté en valeur absolue également pour le parti a connu une croissance à 2 chiffres. Donc je pense qu'on ne peut pas, si je prends aujourd'hui l'équipe nationale qui a réalisé un très bon une très belle Coupe du Monde. Au Qatar. Mais après qui s'est planté en Côte d'Ivoire. C'est un accident. Dans la vie, il y a des accidents. Donc ils vont une 3e chance, ou une 2e chance, c'est ça? Lui, il a entamé des projets, entamé un process de mise à niveau du parti sur un ensemble d'éléments. Et puis traditionnellement,
pratiquement tous les secrétaires généraux ont fait 2 mandats, à l'exception d'un pour des raisons que vous connaissez. Que je connais, je ne sais pas si je les connais, mais en tout cas, vous les connaissez. Voilà. Ça appartient à l'histoire. Et en l'occurrence, c'était Hamid Chabat. Sur le deuxième round, Casablanca, près de. On en est où? Si on devait positionner, si vous deviez positionner Casablanca sur la carte du monde, est-ce qu'elle est plus près de Calcutta ou plus près de Barcelone? Ce terme et ce phrasé n'est pas de moi. Il est d'une personne que vous connaissez très très bien, vous personnellement. En l'occurrence, Driss Benima, qui a été wali d'ailleurs de la région de Casablanca. Est-ce que valeur aujourd'hui, Casablanca est plus près de Calcutta ou plus près de Barcelone? Géographiquement, déjà, elle est très proche de Barcelone. Hein. Mais elle a toujours été proche de Barcelone géographiquement. Voilà. Donc maintenant, dans l'esprit où ça a été dit par Cédric, d'ailleurs, ni moi ni lui ne connaissons Calcutta, donc je dirais qu'on s'achemine vers Barcelone. On prend la direction de Barcelone? Oui, on est très proche. Enfin, très proche. Tout ce qu'on fait, c'est d'aller vers Barcelone. Donc, en termes, je dirais, de tout ce qui est mise à niveau, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est modernisation, tout ce qui est mobilité, les progrès qui ont été faits. Donc, il faut reprendre juste le plan de développement du Grand Casablanca qui a été signé devant Sa Majesté et toutes les grandes décisions qui ont été prises à l'occasion, qui ont été déployées. Presque 80% sont le taux de réalisation sont réalisés en totalité et 20% sont en cours il y a encore des finition. Donc, le Barcelone, oui. Mais on dit plutôt Paris ne s'est pas fait en un jour. Casablanca ne peut pas se faire en 10 ans ou en 15 ans. L'essentiel, c'est de sentir que ça évolue favorablement. Donc, aujourd'hui, moi je vous dis, le citoyen casablancais que je suis, j'habite Casablanca depuis 42 ans, ce que j'ai remarqué comme changement durant les 3 dernières années, ou même les 5 dernières années, surtout depuis que Sa Majesté a lancé ce plan de développement régional, non, plan de développement du Grand Casablanca. Oui. Donc, on a vécu un peu, comment dirais-je, les inconvénients des travaux. Et les gens, c'est vrai qu'ils souffrent. Donc, c'est juste de la cohérence des travaux, c'est-à-dire le fait que ce soit bien synchronisé. On se retrouve encore aujourd'hui avec une ville, Casablanca, ça fait 20 ans qu'il y a des grues, qu'il y a des tours, et qu'il y a des travaux ici et là. Il n'y a jamais de dynamique. C'est une métropole qui évolue, c'est une métropole qui avance. Oui. Donc aujourd'hui, on vient d'ouvrir deux lignes du bus au niveau de service. Oui. Donc le parc autobus a été entièrement rénové. Je ne connais pas 36 villes qui ont un parc autobus comme celui de Casablanca. Oui, mais Nous sommes en train de travailler avec l'ONCF sur un schéma de mobilité ferroviaire métropolitain appelé RER. Donc, RER urbain. Voilà, donc, et sur un schéma de transport également ferroviaire régional. Et je vous dis, en 2029, puisque vous avez parlé de l'échéance 2030, en 2029, vous aurez Barcelone plus à Casablanca. Barcelone plus. Est-ce que d'ici là, on aura déjà la capacité d'avoir une ville qui traite ses déchets? Parce qu'il y a le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'en fait, on commence tout juste à découvrir le fait qu'il est important de mettre en place des trottoirs pour que les Casablancaises et les Casablancais puissent assurer une mobilité aussi et puissent se balader dans leur ville à pied, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y avait malheureusement trop de cas. Aussi. Ça commence tout juste, sauf qu'une ville, aujourd'hui, on fait partie des... Je crois qu'on est quasiment... on est rares sont les mégalopoles, les métropoles dans le monde où il y a une problématique en matière de traitement des déchets qui n'arrive pas à traiter ses propres déchets ménagers qu'elle produit. On a le Mediona qui reste en suspens tous les ans. Ça fait d'ailleurs les Casablancaises et les Casablancais sont extrêmement fatigués. Tous les ans, on leur dit ça y est, on a trouvé la solution. Ça y est, c'est réglé. Ça y est, on a la déchetterie. Ça y est, on a fait le bon choix technologique. Ça va être fait et c'est toujours pas fait. Et je pense que vous allez me permettre d'actualiser un peu les données. Bien sûr. C'est à ce sujet-là. Depuis quelques années, les gens se plaignaient. Ceux qui sont bien sûr très proches, ils vivent très mal ça. Ceux qui sont loin de la décharge de Mediona se plaignent des odeurs. D'accord? Depuis maintenant 3 semaines, demandez aux habitants, aux alentours, s'il y a encore des odeurs. Donc il y a eu un travail colossal qui a été fait pour le traitement des lixivias, parce que c'est les lixivias qui sont à l'origine de ces odeurs-là.
Donc, Mais ça vous dirait, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vent ces derniers temps. Non. Parce qu'il y avait aussi un couloir de vent qui a fait... Il y a eu une véritable tempête il y a une quinzaine de jours dernière, mais il n'y a pas eu d'odeur. Deuxièmement, le marché pour l'appel d'offres donc public, international, pour le recrutement d'un concessionnaire pour justement la gestion d'une nouvelle déchetterie. Oui. Donc un véritable centre de traitement et de valorisation et d'enfouissement des déchets, parce que ma position personnelle c'était d'éliminer l'enfouissement, mais c'est une étape nécessaire à la fin du process, en tout cas dans l'évolution actuelle des technologies accessibles financièrement. Donc normalement, la nouvelle décharge serait opérationnelle. Serait ou sera? Parce que je me méfie toujours quand j'ai un politique en face de moi, entre l'emploi du conditionnel, le plan du... Je vous dirais sera lorsque on aura signé le marché. Maintenant, est-ce qu'on n'a jamais été aussi proche d'une décision finale et de règlement définitif de la déchetterie de Médiouna? Grâce à l'effort de tout le monde, du ministère de l'Intérieur, de la ville, de la région et donc des communes concernées, notamment la commune de Médiouna et de directement concernée, dans laquelle vit cette déchetterie. Donc il y a eu quand même un effort fait par tout le monde pour arriver à une solution. Que le foncier maintenant est assuré, que la technologie choisie a été définie dans le cahier de charge qui a fait l'objet d'un appel d'offres qui est sur les sites aujourd'hui, tout le monde le sait. Et donc normalement au mois de mai, on connaîtra quel est l'adjudicataire de donc au mois de mai, donc c'est dans 2 mois. Voilà, c'est dans 2 mois. Et théoriquement, si tout se passe bien, vers la mi-2025, on aura la première partie de cette déchetterie qui sera opérationnelle. Et on va plus loin si vous permettez, puisque vous parlez de ce sujet, compte tenu du foncier qui est disponible, et on s'inscrit un peu dans tout ce qui est développement durable sur lequel nous sommes engagés, comme région, comme commune, comme pays. Donc, de installer un écosystème tout près de cette... Un écosystème, c'est-à-dire de revalorisation des déchets, d'une part, et également de rassemblement de tout ce qui est ferraille et valorisation de ces ferrailles, donc dans le même foncier. Donc on s'est rendu compte qu'on peut... Donc vous avez créé un écosystème pour faire travailler également ce qu'on appelle les chiffonniers, les faire travailler dans un cadre plutôt donc vous allez faire un recyclage aussi au niveau des emplois et des métiers. Exactement. Donc vous dites, grosso modo, l'adjudicataire devrait être choisi, connu en tout cas au mois de mai. Au plus tard, fin mai. Voilà, et première tranche de fonctionnement de cette nouvelle décharge automatisée, nouvelle technologie. 9 mois après. 9 mois après, donc ça serait à cheval entre 2024 et premier semestre premier 2025. Voilà. 2025. Juste une dernière question avant de passer sur la région, parce que vous êtes président de région, mais restons sur Casablanca. Certains considèrent qu'on est en train de dénaturer l'identité même de Casablanca. C'est-à-dire que même si effectivement il y a des progrès qui ont été consentis au niveau de la mobilité, il reste encore beaucoup à faire, parce que c'est encore hyper et très congestionné. Mais c'est surtout sur le patrimoine, sur les habitations menacées en ruine. On a encore vu 2 habitations qui se sont effondrées il y a encore quelques jours là-dessus. Et le fait qu'on annonce, peut-être confirmé aussi aujourd'hui d'ailleurs, un palais des congrès, donc de l'infrastructure nécessaire pour une ville comme Casablanca, mais quand on n'a pas encore le basique, on se dit voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce ne serait pas d'abord de préserver le patrimoine. Quand on se balade dans le vieux Barcelonais, par exemple, le vieux Barcelone, on a de l'authenticité en matière de patrimoine, par exemple. Est-ce que là-dessus, ce n'est pas quelque chose qui est délaissé et relégué au second rang? Absolument pas. Il ne faut pas présenter les projets comme étant des projets exclusifs. C'est vrai qu'il faut faire des choix. On a fait des choix et on a intégré aussi bien la préservation du patrimoine que le développement de la ville pour, si vous voulez, qu'on joue toujours ce rôle de métropole, pilote au niveau du continent, de hub, de préserver notre rang de première place financière au niveau africain. Il y a des efforts à fournir. Mais des efforts financiers. Est-ce que l'effort financier qui est consenti pour la préservation du patrimoine, est-ce que selon vous, Latif Mazouz, est-ce qu'il est suffisant?
jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de problème d'efforts financiers. On a signé, nous, la région, avec le ministère de la Culture, une convention sur les 5 années, 2024 jusqu'à 2028. Et c'est la première fois que ça se fait, avec des moyens aussi importants. 680 millions de dirhams engagés. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Donc si on divise 600 par 5, on est à combien? On est à 100 millions de dirhams. Non, ça fait 140 millions par année. 140 millions de dirhams. 140 millions de dirhams, ça c'est juste ce que nous faisons, plus une convention qui a été signée toujours entre le ministère et la ville de Casablanca. Donc sur un ensemble d'aspects. Dans cet aspect-là, on a commencé à déployer. Je vous assure que le problème n'est pas un problème de moyens, un problème de procédure, de savoir-faire. Et donc, de procédure de savoir-faire, c'est-à-dire d'un point de vue administratif, il n'y a pas les corps de métier pour tout ce qui est préservation du patrimoine, les entreprises. Les corps de métier existent. Où est-ce qu'il y a un problème de savoir-faire? C'est l'approche, c'est la méthode, c'est un métier. Donc, j'ai été à Paris il y a 2 semaines, et parmi les choses que j'ai demandé à mon homologue, la présidente de France, c'est de nous donner un coup de main sur tout ce qui est lié à la culture, parce que vous savez ce que représente l'économie culturelle en France. Donc, dans les 680 millions de dirhams, il y a une bonne partie qui est justement dédiée à la préservation du patrimoine matériel, mais aussi du patrimoine immatériel de la région de Casablanca et de la ville de Casablanca. Et justement, la transition est toute faite, Abdelatif Mazouz, et je vous en remercie pour qu'on passe au 3e round. Justement, la région de Casablanca, donc région de Casablanca-Stat, une région riche quand on voit sa contribution au PIB national, plus d'un tiers. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un territoire pauvre? Parce qu'on arrive à combiner à la fois de la richesse en termes de PIB, mais à la fois on concentre le plus de chômeurs au mètre carré dans la région. Alors est-ce que c'est une région riche ou un territoire pauvre? Bon, d'abord, je commencerai par dire que c'est une région riche, pour une raison toute simple, c'est que on a, si je vous aligne les superlatifs, c'est-à-dire toutes les premières places qu'on a au niveau national et au niveau continental, on va y passer la séance. Donc, sur ce plan-là, je peux vous dire, avec le tiers du PIB, avec presque 50% de la production industrielle et de l'export, toute l'activité financière qui est là, 40% du parc automobile. Donc mais en même temps, c'est le taux de chômage le plus élevé de la région, c'est la région de Casablanca-Stat. Le nombre de personnes qui sont le plus en précarité et précarité sociale, c'est dans la région de Casablanca-Stat. Non. Si je devais dire les 2 grands défis de la région, ils sont le chômage, parce que c'est une région qui reçoit des chômeurs de tout le pays. C'est une région connue par sa dynamique, connue par les opportunités qu'elle présente, et donc les gens viennent pour chercher de l'emploi, et du coup, donc automatiquement, ça gonfle les rangs de chômeurs. Du chômeur du stock déjà. Existants sur le territoire, parce qu'on ne traite pas les chômeurs par leur origine régionale. Deuxièmement, donc, le deuxième phénomène dont souffre la région, c'est le stress hydrique. Donc, à mon avis, c'est un phénomène, pas seulement à mon avis, c'est l'avis de tout le monde, c'est le phénomène le plus stressant, parce qu'on a le stock d'eau rapporté à la population qui est le plus faible du pays. Et donc, est-ce qu'on est dans la région où les mesures qui ont été prises par le pays dans les différentes régions, est-ce que c'est la région Casablanca-Stat qui a été le plus pénalisée par les mesures de restriction en matière d'eau qui ont été prises ces dernières semaines, ces derniers mois? Parce que certains considèrent qu'il y a une autre forme d'inégalité qui s'est développée avec le stress, mais plutôt la pénurie en eau. C'est le fait qu'on a protégé un peu Casablanca-Stat, et que Casablanca-Stat et les habitants ont été beaucoup plus mieux choyés, en tout cas, que certains habitants d'autres régions qui, eux, par contre, ont été confrontés à des coupures d'eau nettes. Je ne connais pas le détail des différentes régions. Maintenant, ce que je sais, c'est que nous avons travaillé tous, autorités, élus, gouvernements, etc. Et il y a eu des investissements conséquents pour essayer de sauver la situation hydrique dans la région de Casablanca-Stat. Et on n'a pas tout réglé. On a réglé une partie, et toute la partie intérieure
du territoire, et je parle par exemple de la province de Stade, c'est le nord, et une partie de Ben Slimane, une partie de... C'est une région une région très agricole, parce que vous êtes à la tête d'une région en fait, où il y a de la ville, il y a de l'urbain, et c'est Casablanca, il y a 7 provinces, donc il y a Barchid, Sidi Ben Nord, Jdida, Mediouna, Nouassar, on voit bien que c'est des régions aussi à vocation agricole. Je reviendrai là-dessus. Donc il y a un effort qui est en train d'être fait, ce n'est pas encore fini, donc on continue d'investir, et je suis sûr et certain que le même effort est fait partout. Donc maintenant, il y a la proximité de la ressource. On n'a pas été favorisé par rapport à d'autres. On a eu la chance d'avoir le bassin de Bourg-Grag à côté, donc qui était facilement moyen. Oui, 6 milliards de dirhams quand même pour conduire de l'eau, et donc on est alimenté pour la partie nord par cet aspect-là. Et puis on a la chance d'avoir l'OCP à Ajaccio qui a devancé les événements, qui a commencé à faire du dessalement de l'eau de mer pour ses propres besoins, et qui maintenant alimente à 100% la ville de Jadida, également la commune de Moulay Abdallah. Dans quelques semaines, ça sera également le cas d'Azemmour. Et je parle des territoires qui sont dans la région. Votre circonscription. Et nous sommes en train de travailler avec les ministères concernés sur des stations monoblocs, des petites stations de dessalement qui vont être un peu à l'intérieur du territoire. Ça, c'est par rapport à la gestion hydrique sur la région. Maintenant, sur la richesse et la pauvreté du territoire, juste deux chiffres. Nous sommes un territoire de 7,5 millions d'habitants à peu près. Donc, même si le HCP va produire un nouveau recensement. Voilà, donc c'est une évaluation approximative, mais assez rationnelle, avec 80% de la population, un peu plus, qui vit dans les périmètres urbains, mais 80% du territoire est rural. Donc, vous voyez, 20% de la population vit dans le rural, mais dans 80% du territoire. Et donc, c'est là où je vous dis qu'il y a un effort sur l'idée du territoire qui n'est pas riche ou qui est pauvre. Donc, on l'a constaté. Hein, donc, ça veut dire que Casablanca, c'est à la fois une région riche et à la fois un territoire qui est pauvre. Il y a une partie du territoire qui mérite un effort particulier. C'est pour ça que la réglementation, la loi sur la régionalisation a responsabilisé les conseils régionaux du développement rural. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et nous sommes en train d'investir à peu près, si je prends un ratio en mettant tout ce qui touche le rural, nous tournons autour des 40% du budget qui va vers le rural. 40%? Ouais. Entre l'eau, l'éclairage, la mise à niveau des sites, l'équipement, les routes, etc. Donc les écoles, notamment... Donc 40% du budget est alloué au rural. Voilà. Est-ce que ce budget a permis de créer de la richesse sur les territoires, à créer de l'emploi? Quand je vois que ce 25% du taux de chômage global, c'est la région de Casablanca-Stade, 25%. Du taux de chômage, c'est-à-dire que vous êtes 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Voilà. Et je me dis, est-ce que ces 40% de budget que vous dites qui sont alloués chaque année au monde rural, je rappelle que vous avez la majorité des provinces de votre région qui sont rurales. Je ne veux pas être très technicien, mais lorsque vous faites un calcul de moyenne, oui. Lorsque dans une autre région, vous avez la moyenne, il y a l'urbain, il y a le rural. Partout, le taux de chômage urbain est plus élevé. Et comme nous sommes une région à 80% urbaine, c'est normal que notre taux soit plus élevé que la moyenne. Vous voyez, donc, parce que la pondération de 80% pèse énormément sur le taux de chômage de la région. Mais, je vous l'ai dit, il y a aussi de l'appel de l'air qui est fait par la région pour le reste de la population du Maroc. Et ce qui nous oblige à faire de tout ce qui est économique, développement de l'investissement, de création d'emplois, la première de nos priorités. Première de vos priorités, justement, juste en guise de conclusion, comment vous expliquez que le secteur privé est très timide et investit très peu dans la région? Je sais que je crois que c'était en octobre ou novembre dernier, 2023, lorsque vous êtes parti avec pour le présenter votre PDR, plan de développement régional, vous avez été reçu au siège du patronat. Oui. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était octobre ou novembre 2023. C'est à peu près ça, on pourra chercher plus tard, mais c'est octobre, c'est l'automne 2023. C'était un mois après le séisme. Voilà, donc c'était fait octobre, début novembre. Voilà. Le secteur privé n'investit pas chez nous, dans cette région, ou très peu, beaucoup trop peu.
Donc comment vous expliquez, comment on peut faire décoller cette région, d'avoir une croissance économique qui soit mieux territorialisée en tout cas. Comment expliquez-vous que depuis que vous êtes pris dans la région, vous n'arrivez pas, vous et vos prédécesseurs, c'était la même chose, à attirer beaucoup plus d'investissements privés? Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, hein. Moi je ne suis pas d'accord. Bon, allez-y. Parce que moi, ce chiffre à l'appui, le privé n'investit pas. Et quand je me suis renseigné, j'ai demandé au privé pourquoi il n'investit pas. Il nous dit parce qu'on n'a pas de foncier disponible et de foncier industriel et que le foncier coûte trop cher à Casablanca parce qu'il est rare. Voilà ce qu'on m'a répondu. Vous m'avez tendu la perche, c'est bien. Donc Non, nous, on est très conscients de cette problématique, qui n'est pas la seule, mais la problématique des fonciers est là. Donc c'est pour ça que nous nous sommes investis nous-mêmes. Et nous sommes en train d'investir dans l'acquisition de fonciers qu'on va équiper pour le mettre à la disposition des entreprises à des coûts très accessibles. En quoi? En leasing, location, comme à la chinoise? Notamment en location. À combien le mètre carré? Écoutez, en ce moment, on loue le terrain nu à quelque chose comme 6,50 dirhams le mètre carré, donc équipé, donc nu équipé. Et qu'un bâtiment, un hangar équipé également. Ça veut dire que la région va se doter d'une assiette foncière, c'est ça? On est en train la session de mars, on a passé un accord de la région pour l'acquisition déjà de 400 hectares à travers la région, et dans lesquels il y a de grandes zones industrielles, mais dans lesquelles il y a aussi ce que nous appelons des zones d'activité économique de proximité. C'est-à-dire des endroits où on peut faire de la TPE, de la PME, mais très proche de l'habitat. Du lieu de vie. Du lieu de vie pour éviter justement des coûts de mobilité du personnel. Le gros problème, c'est le gros problème de logistique aussi, parce que je sais que vous avez été interpellé par le patronat aussi là-dessus, parce que ces futurs lots fonciers que vous êtes en train de mobiliser au niveau de la région pour constituer une assiette foncière là-dessus, vous dites, bon, ça ne sera pas trop cher, 6, 7, 8, 10 dirhams le mètre carré, tout avec une combinaison, c'est-à-dire une offre globale, mais qui va être située où? Parce que là où le foncier sera disponible et pas trop cher, il faut aussi qu'il soit dans des endroits un peu stratégiques. On ne soit pas obligé de traverser tout que ce soit éloigné des infrastructures de base et des routes, des autoroutes et des ports. Ça fait partie des critères de choix. On n'est pas allé prendre n'importe quel foncier. Et nous sommes en train aujourd'hui, au cours de cette semaine, il y a eu des réunions avec le patronat justement sur certaines de ces zones pour dire quel type d'activité sur lesquelles on travaille, etc., de manière à ce que les choix soient des choix concertés. Et j'aimerais ne pas vous laisser partir sur cette question en disant que le privé marocain n'investit pas. Le privé marocain investit trop peu, c'est connu et reconnu quand on va là. Investit, oui. En tout cas dans notre région, il y a beaucoup d'investissements marocains. Oui. Il n'y a pas d'endroit libre à l'investissement, il y a surtout depuis la sortie du fameux plan de l'industrie pour tout ce qui est sur les zones industrielles. Souveraineté, tout ce qui est souveraineté industrielle. Donc 40% des projets qui ont été pris sont au niveau de la région Casablanca-Stade. Donc ça veut dire que c'est une région très prisée. Moi, je vais vous dire, et je le répète partout, nous sommes une région qui s'achète, qui ne se vend pas. Maintenant, il faut que ça soit acheté par des gens qui vont créer de la valeur, qui vont avec des industries pas polluantes, parce que nous sommes une région suffisamment polluée. C'est la région la plus polluée du pays. Voilà, après avoir le taux de chômage le plus élevé, c'est la région aussi la région la plus polluée. On ne va pas être premier partout, c'est ça en fait? Voilà, on ne peut pas être premier industriel, la moitié de la production industrielle, et ne pas être le premier pollueur. Donc maintenant, il faut s'acheminer vers des industries moins polluantes et pousser celles qui existent à le devenir moins, de manière à réduire cette pollution, notamment, mais aussi sur la mobilité, le travail sur la mobilité. En ayant 40% du parc automobile, si on réduit la mobilité individuelle, nous allons réduire énormément la pollution au niveau de la Donc vivement les bus électriques à profusion et les véhicules électriques. Et les trains. Et les trains. Et d'avoir une ville aussi avec des trottoirs où on puisse aussi se balader et, à pied, et bouger à pied ou en vélo. Et des couloirs en vélo. Merci. Donc ça, on peut l'espérer avant quand? En 2029? 2028? Il faut 2030. Que ça soit prêt avant 2029. Avant 2029? C'est le Wali, monsieur Turbo, parce que je sais que vous l'avez interpellé, vous l'avez dénomination de ce nouveau Wali, Mohamed Hidia Turbo. Donc c'est grâce à monsieur Turbo, on aura en 2028-2029, on aura des trottoirs, on pourra se balader en ville en vélo. Monsieur Turbo, qui a cet avantage d'être un homme de terrain, qui
qui connaît les petits détails des opérations et donc qui pousse à la réalisation et qui s'inscrit avec nous sur les plans sur lesquels nous avons travaillé et nous continuons de travailler. Ce n'est pas quelqu'un qui impose, c'est quelqu'un qui facilite, qui accélère. Et c'est un très bon rôle qu'il joue ensemble. Donc bientôt, les Casablancaises et les Casablancais ne jalouseront plus ou jalouseront moins l'air bâti. Ils les jalouseront moins. Vous avez posé la question sur Barcelone. Calcutta, oui. Nous serons très proches de Barcelone, mais en tout cas, nous ne serons jamais comme Rabat parce que ce sont des villes très différentes par leur population, par leur vocation, par leur activité, etc. L'idée, c'est d'aller vers Barcelone. Ben, on ira vers Barcelone, en tout cas. Et que je souhaite beaucoup de succès et que bravo pour Rabat. Elle a un cachet spécial qu'elle doit préserver qui concerne Rabat. Merci infiniment à vous, en tout cas, Aptif Mazo, c'est très sportif avec vous, ce ring, l'ODJ TV Radio. Je rappelle président de la région donc de Casablanca Stat, membre du comité central de l'Istiqlal et également, et je le précise aussi, président de l'Alliance des économistes Istiqlaliens. Merci à vous d'être monté sur le ring. Et puis, merci. Bouf, c'est là-bas que ça se passe.